Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de l'Unipop Art, Littérature et Cinéma et également Unipop de ville en ville. Vous le savez, ce rendez-vous qu'on aime capter à Pessac et retransmettre dans d'autres cinémas en France. Alors vous l'aurez remarqué, je suis encore tout seul. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir la comédienne Afsia Herzi, vous la connaissez. C'est une personne qui a été révélée par Abdelatif Kechiche en 2007 avec La Graine et le Mulet. Et au César de l'année 2008, l'année suivante, elle a eu le César du meilleur espoir féminin pour ce rôle. Et le cinéma français a eu raison d'y voir un espoir, puisque depuis, elle a fait une carrière extrêmement riche et bien remplie, avec une kyrielle de réalisateurs et de réalisatrices. Alain Guiraudy, André Téchiné, Bertrand Bonello, Patricia Mazui, Iris Kaltenbach, souvenez-vous, Le Ravissement, il n'y a pas si longtemps, ou Radu Milanu. Voilà, beaucoup de films dans lesquels elle apparaît. Et puis en dernier lieu, Borgo de Stéphane de Moustier, qui était ici il y a quelques jours. Borgo, pour lequel elle a eu un deuxième César, le César de la meilleure actrice, c'était en 2025, au début de l'année. Et ce soir, la comédienne que vous connaissez est aussi réalisatrice. Donc vous allez découvrir dans un instant La Petite Dernière, donc c'est son 3e long métrage. Elle nous en parlera évidemment. C'est un film qui vient après 2 films qu'elle avait réalisés en 2019, Tu mérites un amour, qui avait été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes, et puis un film très personnel en 2021, Bonne Mère, qui a eu les honneurs de la sélection Un certain regard au Festival de Cannes. Voilà, ce soir, le film que vous allez voir a été présenté en compétition officielle à Cannes l'an dernier. C'est un film, vous le savez peut-être, qui a été adapté du roman de Fatima Das qui était paru en 2020. Et puis c'est un film qui est rentré du Festival de Cannes avec non seulement la Queer Palm, mais également le prix d'interprétation féminine pour Nadia Meliti, qu'on est très heureux également d'accueillir ce soir. Voilà, premier rôle au cinéma, prix d'interprétation à Cannes. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter. Voilà, on est toujours très solidaire à Pessac des films qu'on vous montre, très heureux de vous les montrer. On les aime beaucoup, sinon on ne les programmerait pas. Je suis particulièrement heureux ce soir de pouvoir vous présenter La Petite Dernière, parce que je pense que c'est un film qui est important dans ce qu'il raconte du monde, vous allez vous en rendre compte vous-même, et c'est un film qui est aussi important dans ce qu'il fait au monde, voilà. Mais tout de suite, je vous laisse avec le film. L'équipe du film, donc Afsia Herzi et Nadia Meliti, arrivent pendant la projection, et on se retrouve évidemment tout de suite après. Voilà, très bonne projection. Évidemment, dans un moment, je donnerai la parole à la salle, et vous pourrez un peu entendre les retours, les questions de la salle à Pessac, des 2 salles à Pessac, et également dans les autres cinémas, bien entendu. Je ne saurais commencer cette soirée sans remercier le distributeur du film, Ad Vitam, qui nous permet de l'organiser. Et puis je salue aussi la présence de Julie Billy, la coproductrice du film, voilà, qui a accompagné l'équipe. Voilà, ça nous fait très plaisir. Alors Afsia Herzi, on vous connaît évidemment, je le disais tout à l'heure, en tant que comédienne et puis également en tant que réalisatrice. Tu mérites un amour, Bonne Mère, qui sont 2 films, en particulier Bonne Mère, très personnels, que vous aviez écrits. C'était des sujets originaux. Et puis là, pour la première fois dans votre travail de réalisatrice, c'est une adaptation. Le livre de Fatima Das, je le disais tout à l'heure, sorti en 2020. C'est la première fois donc, que vous réalisez un travail d'adaptation. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment ce livre est arrivé à vous et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous en emparer ? Oui, alors là, j'ai reçu le livre donc, de la part de Julie Billy, donc la productrice du film. Quand mon premier film, Tu mérites un amour, est sorti au cinéma, enfin quelques mois après. Au début, le mot adaptation me faisait un petit peu peur. J'avais terminé mon second long métrage qui n'était pas encore sorti. Et j'ai lu le livre et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le livre et surtout pour le personnage de Fatima. Voilà. Donc j'avais pas d'idée de 3e film et je me suis dit voilà, pourquoi pas essayer de se lancer dans une adaptation pour la première fois. Et vous l'avez rencontré, Fatima Das, j'imagine, vous l'avez vite rencontré ou ça s'est fait un peu plus tard, en l'écriture ou... On s'est rencontrés, en visio, la première fois. Et après, on s'est rencontrés, oui, pour de vrai. Elle a plus ou moins validé que ce soit moi qui fasse le film.
voilà, j'ai eu sa validation. Vous êtes trouvé des points communs, le livre a fait écho en vous Bah oui, le livre a fait écho en moi sur plusieurs choses. Sur plusieurs choses, j'ai été très très touchée par plusieurs choses, différentes choses. Et quand j'ai rencontré Fatima, on s'est trouvé très vite des points en commun. Et voilà. Un goût pour l'écriture très tôt, toutes les deux, dans votre vie. Pour le goût pour les histoires, peut-être aussi Oui, un goût pour l'écriture, mais après, différemment. Hein, c'est vrai que... moi, je ne me vois pas, par exemple, écrire un roman. Oui. Pour moi, c'est un autre travail différent. Mais oui, après, le rapport, par exemple, avec nos mamans. On est très proches de nos mamans, donc voilà, très vite, on s'est mis à parler de nos mamans, par exemple. Et alors, justement, par rapport à l'adaptation, donc le roman de Fatima Das, c'est un roman avec une chronologie très éclatée. Contrairement à votre film, où ce n'est pas du tout le cas. Vous avez fait des choix très vite. Moi, j'ai le souvenir d'un roman qui commence chaque chapitre par « Je m'appelle Fatima », je m'appelle un peu comme presque une incantation. Comment vous avez envisagé ça dès le départ, avec cette écriture si particulière alors que c'est vrai, quand j'ai refermé le livre, je me suis dit ok, maintenant comment je vais faire, parce que voilà, c'est aussi c'est un livre assez pudique aussi. Donc très vite, j'ai noté tout ce qui m'intéressait, tout ce qui était possible au cinéma aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites parfois en littérature qui sont quasiment impossibles d'écrire pour le cinéma et de filmer. Donc voilà, j'ai mis de côté tout ce qui me plaisait. J'ai gardé vraiment pas mal de choses. Pas mal de choses, les personnages, j'en ai retiré certains, j'en ai rajouté d'autres. Mais par exemple, très vite, pour donner un exemple, elle parle beaucoup de l'enfance dans son roman. Et très vite, j'avais pas envie de la voir enfant. J'avais pas envie de raconter l'enfance. Ça a été un choix. Voilà, j'avais plutôt envie de la suivre sur une période. Et du coup, j'ai choisi 1 an. 1 an avec 4 saisons. Oui. Et plutôt le lycée, la fac, plutôt quelque chose de très resserré. Oui, c'était plus la période qui m'inspirait le plus. L'enfance, je me suis dit, en la voyant au lycée, à la fac, en famille, on comprendra plus ou moins l'enfance qu'elle a eue. Et surtout, c'est quand même pas mal de contraintes que de tourner avec des enfants. Voilà, c'est pas évident, c'est des journées assez courtes de tournage. Et même, j'en voyais pas l'utilité dans le film. Et surtout, le film ne pouvait pas durer 4 heures. C'est impossible. Quoi qu'il y a des gens qui font des films de 4 heures. Mais je me sentais pas d'assumer 4 heures de film, honnêtement. Il y a aussi une grosse différence avec le livre sur les dialogues. Le livre est très peu dialogué. Et ça, c'est vraiment votre savoir-faire, j'imagine aussi avec les comédiens. Comment les dialogues, c'est vraiment des choses que vous écrivez avec les comédiens ou c'est déjà très écrit avant ? Non, j'adore écrire les dialogues. Je m'amuse beaucoup parce qu'en plus j'essaie de jouer un peu tous les personnages face à mon ordinateur ou à la feuille. Non, j'adore les dialogues et surtout les dialogues, on va dire, qui n'apportent pas vraiment grand-chose au récit. Donc voilà. Mais après, ça m'arrive de réadapter un petit peu en fonction des acteurs, des actrices. Mais non, souvent ça reste. C'est ce qui a écrit plus ou moins. Ouais, d'accord. Et alors, on parle des actrices, on va parler de Nadia, on va parler à Nadia, parce que vraiment, bravo, premier rôle. Et quel rôle ? Merci. Prix d'interprétation à Cannes, rien que ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment... Alors, je crois savoir que vous étiez étudiante en sport, je crois, c'est ça ? Oui, toujours. Et toujours. Et comment vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes arrivé dans cette aventure ? Comment j'ai entendu parler d'un casting sauvage. Le mot est pas très beau, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est fait ? Comment vous êtes arrivé là ?
Bonsoir déjà tout le monde. Je suis apparue dans ce film un peu par hasard, en fait, tout simplement par hasard de la vie et en même temps par curiosité, puisque comme l'a très bien dit mon très cher collègue, j'ai été repérée lors d'un casting sauvage à Paris et donc je comptais me diriger vers des quais assez sympathiques que j'affectionne particulièrement puisque je m'y retrouve avec des amis et c'est là que je suis tombée sur une Dearcast qui m'a demandé 3 choses. On cherche un profil, est-ce que tu seras intéressé? Elle me raconte l'histoire, je lui dis ok. On peut prendre tes coordonnées, je réponds ok. On peut prendre une photo, ok. Et puis après, je pars et je me dis ok, c'était vraiment quelque chose de totalement imprévu auquel je ne m'attendais pas du tout et finalement je me retrouve dans ce film. Ça a l'air simple, dit comme ça. Et côté réalisatrice, comment ça se passe? J'imagine vous voyez ces photos, et vous vous rencontrez comment... Alors, pour le casting, en fait, très vite, donc j'ai demandé aux productrices d'essayer de commencer le casting tôt, parce que je savais que ça allait être un personnage compliqué à trouver, et qu'il fallait trouver l'actrice qui allait l'incarner pour un petit peu construire autour d'elle, après trouver la mère, le père, les sœurs, les amis, etc. Donc voilà, elles ont accepté, elles ont mis en route le casting alors qu'on n'avait pas du tout de financement. Et là, Audrey Gini, avec qui je travaille depuis très très longtemps, qui est une amie, s'est lancée dans le casting un petit peu partout en France. Et chaque semaine, je recevais des photos de gens qu'elle avait abordés, photographiés, en fonction des indications que j'avais données. Et au bout de 15 jours, donc très tôt, je tombe sur la photo de Nadia. Et là, je m'arrête et je me dis waouh, ok, je pense que, je sais pas, j'ai eu un truc. Et j'ai voulu vite la voir du coup en essai et la rencontrer. Donc après ça a pris un peu de temps parce que on a quand même continué à chercher aussi le temps de la recontacter, etc., et être sûr aussi parce que quand on se lance dans un casting d'acteurs non professionnels, c'est pas toujours évident parce que déjà parfois du côté des professionnels des acteurs pros peuvent dire ok pour un film, au dernier moment dire je veux plus. Donc on est quand même obligé aussi de pousser les essais pour être sûr et de prendre le temps de se connaître. Donc non, très vite, même si j'ai vu d'autres personnes, j'avais toujours Nadia en numéro 1. Et je me souviens quand vous aviez fait Bonne Mère, Halima Ben Ahmed, qui jouait Nora, vous aviez aussi parlé d'un espèce de coup de foudre artistique. C'est quelque chose dont vous avez besoin pour démarrer un film ou Oui. Ouais. Oui, vraiment. J'avais envie en tout cas de revivre ce coup de foudre artistique. Et c'est vrai qu'avec la comédienne de Bonne Mère, ça s'est fait comme ça, mais en vrai, en un échange de regards. Alors qu'elle n'était même pas venue passer le casting, je l'ai vue au loin et tiens, ça pourrait marcher, et ça a marché. Et c'est vrai que pour la petite dernière, j'attendais aussi, parce que il y a l'écriture, ce qu'on imagine, le livre, mais après il y a la réalité. Et il faut aussi essayer de trouver les gens qui ont les épaules pour incarner les personnages qu'on filme, mais aussi... nous aussi, se lancer dans cette aventure, c'est beaucoup de travail, d'investissement, donc il faut être sûr de qui on s'entoure. Et alors, vous, Nadia, comment vous avez abordé ce rôle? Alors, si j'ai compris, vous n'aviez jamais pris de cours de comédie, etc. Comment est-ce que vous emparez de ça, Je pense que c'était plutôt l'histoire du personnage qui m'intriguait énormément. La dualité qu'elle traverse... vis-à-vis de sa religion et de ses désirs naissants envers les femmes. Et surtout cette lutte que j'ai trouvée en fait, dans le roman de prime abord et qui a fait que je me suis beaucoup questionnée sur le positionnement de cette femme, sur cette quête identitaire qu'elle cherche à mener et cette question d'émancipation aussi à travers laquelle je me suis beaucoup reconnue.
Et en fait, je me suis dit que c'est un personnage qui lutte, qui est courageuse, combative, qui n'a pas envie de faire ce qu'on lui dit de faire. Et en l'occurrence, elle a envie de vivre en fait de son homosexualité, de vivre de sa religion, des thématiques qui sont tabous et complexes à aborder. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un super enjeu. Il y a un super enjeu, une dualité tellement forte qui résonne aussi en moi, puisque très jeune, j'étais confrontée à cette question d'émancipation quand je faisais du foot et qu'on me disait c'est pour les mecs, c'est pas pour toi. Et j'avais aussi ce besoin, tout comme Fatima, de vivre de ma passion, de ma nature, de choses qui me composent. Et en l'occurrence, ça a beaucoup résonné en moi. Vous avez rencontré Fatima Das, vous avez discuté avec elle de son parcours à elle aussi, par rapport à son livre? Oui, en effet, je l'ai rencontrée. Et d'ailleurs, c'était une super rencontre. Elle m'a proposé de prendre un café. Et j'ai fait un travail un peu de psychopathe. Je l'ai vraiment observée. Bon, ça, elle ne le sait pas, elle l'a su après. Sans lui dire. Et j'ai vraiment regardé tous les détails qui la composaient. La façon de se vêtir, le ton qu'elle emploie, quand elle me proposait de prendre un café, son comportement, sa façon de se mouvoir en fait dans l'espace. J'ai regardé plein de trucs, des éléments qui sont assez subtils et importants quand on démarre dans un métier où il faut interpréter des personnages et on n'a pas forcément l'expérience. Donc voilà, j'ai copié un peu son image et ce qu'elle représentait. Et ça m'a aidé à interpréter ce personnage. Et puis après, j'avais la chance quand même d'être avec Afsia Hirsi sur le plateau, qui est aussi une actrice avant d'être réalisatrice. Et je pense qu'elle a cette capacité à comprendre les acteurs, les actrices qui composent son tournage. Et elle apporte tellement de soutien et d'encouragement que très rapidement, en fait, on se sent soutenu dans ce qu'on essaye d'apporter, même si on n'a pas d'expérience. Et moi, en l'occurrence, c'était vraiment quelque chose d'important. Vous n'avez pas d'expérience, vous avez de sacrés réflexes quand même, de sacrés bons réflexes. Et justement, Afsia, comment vous installez ça? Une fois, j'ai entendu, vous disiez, en tant que comédienne, je suis en capacité de mettre à l'aise les acteurs pour qu'ils livrent l'émotion. Comment vous installez ça sur un tournage? Parce que vous travaillez aussi, Bonne Mère, il y avait beaucoup de non-professionnels. Oui. Bon, là, il y a beaucoup de professionnels dans ce film-là. Comment vous travaillez avec les comédiens? C'est beaucoup de... D'abord, c'est une rencontre humaine. Il faut qu'on s'entende aussi humainement, c'est important. C'est le principal. Et après, j'essaie de faire des répétitions un petit peu comme au théâtre. Donc voilà, j'ai des heures de répétition avec tous les acteurs et toutes les actrices du film. Où on répète, mais c'est tranquille, quoi. On répète, on discute, on parle des personnages, des intentions que je souhaite dans les scènes aussi, des intentions des dialogues, des sous-textes un petit peu, donc voilà, c'est tout ça, c'est très très préparé. Pour avoir à l'arrivée le réalisme, le vérisme, oui, qui est assez impressionnant dans chacun de vos films. Et aussi j'essaie de créer des groupes, donc les gens s'entendent bien aussi, c'est important. C'est important pour jouer ensemble. Et en tout cas, j'essaie de créer une ambiance tranquille, quoi. Familiale, tranquille, on rigole beaucoup, sans stress, surtout sans stress. Et alors, vous avez quelque chose en commun, toutes les deux, c'est que vous avez toutes les deux démarré sans expérience le travail de comédienne, sur un rôle immense à chaque fois. Vous, c'était La Graine et le Mulet en 2007 avec Abdelatif Kechiche. Est-ce que ça vous aide dans votre relation J'imagine que vous avez peut-être pris parti de votre expérience pour aider Nadia à aborder ce tournage. Alors moi, ça datait. Ça fait La Graine et le Mulet, ça fait quoi, 20 ans, ouais, ça passe. Donc j'avais un petit peu oublié, parce que voilà, entre-temps, j'ai fait d'autres films. Une carrière. Mais honnêtement, moi en tout cas avec Nadia, j'ai pas eu l'impression de travailler avec quelqu'un qui n'avait jamais rien fait. C'était facile, quoi, vraiment. Souvent au montage, on voit un peu que les acteurs regardent la caméra. Même moi, ça m'arrive encore. Par exemple, elle a jamais regardé la caméra. Elle s'est jamais plaint. Vraiment. Toujours au top. Vraiment. Et c'est rare, honnêtement. C'est impressionnant. Parfois, il y a même des acteurs pros où c'est compliqué. Et là, pour moi, là, c'est comme si c'est vraiment facile. Ce qui était dur, c'était de choisir, de faire des choix au montage.
vu qu'il y avait tellement de choses bien. Donc c'était plus ça qui était compliqué. Et alors vous travaillez avec le chef opérateur, c'est Jérémy Attard. Voilà, c'est quelqu'un qui est sur tous vos films depuis longtemps en tout cas. Et par exemple, quand Nadia, vous travaillez, vous faites la scène, vous savez comment ça va être filmé. Vous savez qu'il y a tel gros plan pour attraper votre regard. Il y a beaucoup de très beaux gros plans dans le film. Vous êtes au courant de ça ou pas du tout? Vous êtes juste dans le jeu. C'est quelque chose. Non, pas du tout. Après, ce sont des questions que moi, je ne me suis pas posées. Enfin, pour moi, je suis en train de jouer, je joue. Il me faut de la concentration, de l'attention. Donc, je ne regarde pas trop ce qui se passe autour. Et j'ai découvert les gros plans, en fait, comme vous tous et toutes. Je ne connaissais pas les gros plans d'Afsia et j'ai compris, en fait, ce que c'était qu'un gros plan. Si, je crois que je t'avais dit une fois, non? En fait, moi, je dis pas, oui, je filme comme ci, comme ça. Par contre, dans les scènes d'intimité, oui, je propose aux actrices de venir voir si elles veulent. Je leur explique un petit peu comment c'est filmé. Mais sinon, non, je montre pas tout ce qui est jeu parce que bon, j'ai pas trop envie qu'on se regarde. Mais je crois que je t'avais dit, je sais plus dans quelle séquence. J'ai pas fait gaffe. Je me rappelle plus. Ouais. Mais ça, c'est une force en tout cas de pas chercher à comprendre comment c'est filmé, de pas se regarder. Et c'est vraiment une force parce que, on est vraiment dans la confiance et ça se passe bien. Alors, il y a l'autre comédienne qui est superbe aussi, c'est Jimin Park. Vous pouvez, alors, on l'a peut-être vu, certains d'entre vous, dans Retour à Séoul. Retour à Séoul, voilà, de David Chou. Comment vous l'avez rencontrée, elle? Alors, Jimin, pareil, c'est un coup de cœur. En fait, pour la petite histoire, donc David Chou, qui est réalisateur, m'a contactée pour me proposer un rôle en tant qu'actrice. Donc je l'ai rencontré, on s'est vu, on a parlé. Et moi, je connaissais pas son travail, donc il m'a dit écoute, je vais t'envoyer mes films. Je lui ai dit ok, je regarderai ça ce week-end. Et donc j'allais commencer la prépa de la petite dernière. Et donc je regarde ses films et là je vois Retour à Séoul. Et vraiment, je flash sur Jimin qui joue Dina. Et dès le lendemain, je l'appelle, je lui dis « Donne-moi son contact, s'il te plaît ». Donc il me dit « Mais pourquoi ?» Il avait lu La Petite Dernière, parce que je lui avais fait lire. Et je lui dis « Écoute, ton actrice, elle est incroyable. » Il me dit « Ah, mais je sais pas si elle a envie de faire des films, tu sais. » Donc elle a fait ce film avec moi, mais dans la vie, elle est artiste plasticienne, je pense pas. Et là, je la rencontre. Et tout de suite, je me dis, je pense que ça matchera avec Nadia. Et donc, je l'ai fait se rencontrer. Et à l'image, non, il y a eu vraiment une évidence. Mais c'était un personnage très, très compliqué à trouver. Parce que c'est dur de trouver un couple, je trouve. Et il fallait qu'on croie aussi, vu qu'il n'y a pas tellement de scènes entre elles, un peu au coup de foudre. Et que le visage du personnage reste un petit peu en tête et hante un peu le personnage de Fatima. Et je trouvais que Jimin était parfaite pour ça. Et on rigolait d'ailleurs. On l'appelait Casper. Casper. Le rôle du fantôme. Mais oui. Non, c'était marrant, on a bien rigolé, ouais. Mais d'ailleurs, je trouvais ça très malin, moi, la scène où elle se rencontre avec le médecin qui dit vous connaissez le DEP pour débit expiratoire de pointe. On voit la connivence, toutes les deux elles se sourient, on voit la connivence de classe. C'est un peu comme ça que vous l'avez... c'est dans le livre, le DEP, l'histoire du DEP, de l'asthme, tout ça. C'est des petites choses comme ça que j'ai un petit peu triées. Bon, elles ne se rencontrent pas comme ça dans le livre. Mais oui. Il fallait que ça fonctionne, quoi. On ne savait pas jusqu'au jour du tournage. Alors, il y a une autre comédienne que j'aime beaucoup dans le film, qui est aussi dans plusieurs de vos films, c'est Sophie Garagnon, qui est l'interprète du premier encart. Et je trouve que cette scène, alors je ne me souviens pas si elle est dans le livre, la scène telle qu'elle, mais je trouve qu'elle est très futée, cette scène. C'est-à-dire qu'elle est très pédagogique pour le public par rapport aux mœurs. Et en même temps, c'est que des mots. Vous pouvez nous dire un peu comment vous avez... Oui. Donc alors Sophie Garagnon, qui est une actrice de Marseille, donc d'où je viens, qui est effectivement dans mes 2 premiers longs. C'est une actrice que j'admire beaucoup. Et là, j'avais envie qu'elle soit dans ce film aussi. Et alors non, la scène dans la voiture n'existe pas dans le livre. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de filmer
une scène de sexe parlée. Donc vraiment avant, depuis des années, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'expérimenter ça. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de tenter de la mettre dans ce projet-là. Et aussi parce que j'avais envie de parler de sensualité, enfin de filmer la sensualité, parler de sexualité différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, donc je me suis dit, bon, on va tenter cette scène de sexe parlé. Qui est très réussi, je dois dire. Merci. On a beaucoup rigolé. Hein. Et d'ailleurs, pour les petites anecdotes, depuis la projection à Cannes, Sophie reçoit beaucoup de messages. Et on la remercie pour les conseils. Et même à Cannes. Hein. À Cannes, les gens l'arrêtaient, lui disaient merci pour les conseils. C'est trop marrant. Donc voilà, elle est félicitée un petit peu partout à chaque fois pour ses conseils. Alors, et après, je vais laisser la parole à la salle. Je voudrais quand même évoquer l'aspect politique du film. Voilà, c'est un récit d'émancipation, certes, mais c'est aussi un film politique, un film queer. Il a eu la Queer Palm, c'est pas par hasard, c'est quand même dire les personnages qu'il y a dedans, une héroïne lesbienne. Je pense les détourneuses, les personnages, les détourneuses dans la soirée. Enfin voilà. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Vous avez fréquenté les milieux LGBTQI+. Comment vous avez enquêté, si j'ose dire? Je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs. Mais... Oui, ça a été une petite enquête. Je me suis beaucoup documentée, j'ai regardé beaucoup de reportages. En casting aussi, j'ai échangé avec beaucoup de personnes du milieu, en repérage. Je suis allée dans plusieurs lieux où j'étais très très bien accueillie. J'ai fait plusieurs fêtes. Enfin, voilà, je suis allée direct sur le terrain à un moment donné. Enfin, j'ai écrit d'abord et après je me suis dit non, là il faut vraiment que je passe du temps en soirée, du temps à parler avec les gens. J'avais vraiment envie d'être le plus honnête possible. Et là, vous découvrez, alors l'homophobie, on sait qu'elle existe, hein, mais est-ce que vous découvrez des choses là, peut-être une ampleur que vous n'imaginiez pas, ou c'est quoi les découvertes que vous faites à ce moment-là qui nourrissent le film J'ai fait plusieurs découvertes, donc je m'en doutais, hein, je le sentais même avec le livre, avec moi aussi mes expériences personnelles, avec des amis, j'ai senti que c'était une communauté quand même qui souffrait beaucoup et que c'était pas évident en tout cas de se sentir différent. Tout ça parce qu'on a une sexualité qui ne plaît pas aux uns aux autres. Et très vite, je me suis dit non, mais il faut... je sentais en tout cas que les gens étaient contents que le film se fasse et qu'on parle de ce personnage-là. J'ai senti vraiment beaucoup de solidarité autour de tout ça. Et voilà, et j'avais envie de... en fait, ça m'a confirmé mon envie de le filmer pour le cinéma. Et vous, Nadia, cet aspect-là du personnage, du film, l'aspect politique, c'est quelque chose. Vous arrivez, c'est un premier rôle, etc., on l'a dit. C'est quelque chose qui était plutôt intimidant pour vous ou plutôt galvanisant d'avoir à défendre ce que... j'aime pas parler de film à message, mais il y a quand même plein de messages dans ce film. C'était quelque chose qui vous intimidait, qui vous galvanisait, ou peut-être les deux, je sais pas. Moi, j'ai plutôt vu ça comme une sorte de challenge, un défi. C'est vrai que le film porte une symbolique très forte, une symbolique liée à la tolérance, la bienveillance, l'acceptation de soi, je pense qui est primordial pour accepter les autres aussi. Mais c'est surtout la question de l'altérité en fait qui m'a interpellée, la connaissance des autres. Et je savais que c'était un sujet qui était quand même tabou, avec des thématiques complexes. Pas uniquement la sexualité, mais aussi la dépression, qui est une maladie dont on a du mal à parler. Et donc, à vrai dire, moi, il y a plein de questions que je ne me suis pas posées. Vous me parlez de politique, mais je ne me suis vraiment pas posé la question si c'était un film politique ou non. J'ai juste vu ça comme un très joli travail de la part de Afsia que de mettre en lumière une communauté qui n'est pas représentée et de leur attribuer une voix. Donc, pour moi, ce sont des choses honorables et
ça l'est pour moi aussi d'avoir participé dans ce film, donc c'est une fierté. C'est vrai que quand j'ai lu le scénario, je me suis pas dit super, tu vas défendre une cause LGBT, c'est pas ça que je me suis dit. Je me suis plutôt dit super, tu vas jouer dans un film, mais t'as pas d'expérience. C'est vraiment la question que je me suis posée de prime abord, mais avec du recul, après avoir eu la Queer Palm et ce fameux prix d'interprétation, c'est vrai que cette question de politique est très intéressante. Et si vous voulez mon avis perso, moi je pense qu'il n'y a pas de, j'ai pas de souci en tout cas avec ce sujet-là, et je pense que les personnes sont libres de faire ce qu'elles veulent à partir du moment où elles ne font aucun mal. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message, j'en reçois plein maintenant, mais j'ai reçu un message d'une personne qui m'avait dit, ce sont ces mots, on ne fait de mal à personne, et pourtant on est jugé, on est catégorisé, parfois on se fait insulter. Comme l'a dit Afsia, c'est une communauté qui connaît quand même beaucoup de souffrance. Et du fait qu'elle n'ait pas de représentation, cette communauté, c'est comme si on faisait en sorte qu'elle n'existe pas, alors que ce sont des personnes qui sont bien là et qui font partie d'une société, d'un certain vivre ensemble. Et c'est important quand même d'être épanoui avec les autres. Et voilà, ce sont des thématiques vraiment importantes et intéressantes. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce film. Je suis d'accord. Alors, s'il y a des questions dans la salle ou des remarques, des ressentis, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis également ailleurs. Non ? Profitez-en. Vous savez, c'est précieux pour les gens qui font les films d'avoir des retours. Ils passent beaucoup de temps loin de vous. Ah, ici. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film qui était vraiment très beau. Vous avez dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de parler de quelque chose dont vous n'avez pas encore parlé. Il y a 2 scènes d'aveu, celle donc avec le religieux, et celle avec la mère, qui est une scène d'aveu retenue, qui n'a pas lieu. Le film se termine là-dessus. J'ai trouvé que c'était 2 scènes qui étaient un peu en miroir. Je voulais savoir si vous les aviez pensées aussi comme ça. Et puis, par rapport à la réponse du religieux, sa première réponse qui tombe complètement à côté, donc qui provoque une scène comique aussi. Enfin, c'est une scène comique en fait, même si on ressent la souffrance du personnage, mais ça crée quand même du comique. Donc, est-ce que c'était aussi quelque chose que vous vouliez montrer, ce décalage entre une vision patriarcale et puis très ancienne, et puis une jeunesse qui a envie de s'émanciper de tout ce patriarcat? Merci beaucoup. Alors pour les séquences miroirs, non, c'était pas voulu. Surtout, c'est vrai que dans la dernière séquence, on ne sait pas si elle va parler ou pas. En tout cas, moi j'ai voulu raconter que la mère essayait de l'aider à se libérer et lui disait sans lui dire qu'elle avait compris. Et avec l'imam, elle se confie indirectement, parce qu'elle dit que c'est pas elle. Donc non, je l'ai pas pensé comme ça, mais c'est vrai que ça pourrait l'être. Et pour l'imam, non, pas du tout. J'ai pas du tout imaginé une scène comique. Mais c'est un vrai imam d'ailleurs qui joue. Abdelali Mamoun. Oui, c'est un vrai imam. J'avais fait beaucoup de recherches quand j'ai écrit la séquence. Et j'ai toujours eu envie de proposer le rôle à un vrai imam. Donc ça n'a pas été évident, mais on a réussi à en trouver un qui a eu envie de le faire. Et en fait, ce qu'il dit, c'est ce qu'il dirait vraiment en consultation. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il recevait beaucoup de jeunes et de moins jeunes dans cette situation. Que c'était pas pour lui une situation étrangère, que ça faisait partie de son quotidien. Et non, ce qu'il raconte, c'est vraiment ce qu'il dirait en vraie consultation. Donc,
Et justement, pour lui, ça allait de soi de participer au film. C'est l'imam de la Grande Mosquée de Paris, je rappelle, c'est ça? Non, il travaille de temps en temps à la Mosquée de Paris. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on a pu tourner à la Mosquée de Paris. Mais lui, non, il est en banlieue. Et bon, après, il se déplace. Mais en fait, je pense, oui, que ça peut faire rire parce que peut-être qu'on se dit, non, mais c'est sûr que quand on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses, oui, on peut rigoler. Hein. Il y a eu des projections hein, où les gens rigolaient, mais lui, c'est vraiment ce qu'il dirait en consultation. Et ça pourrait être, bon là c'est un imam, mais ça pourrait être un prêtre ou un rabbin. Je pense qu'il dirait plus ou moins les mêmes choses, bon différemment, mais d'ailleurs il parle de... Enfin, il dit que c'est dans toutes les religions hein, que l'homosexualité est perçue comme ça. Oui. J'ai une remarque. Merci beaucoup pour ce très beau film et bravo les lesbiennes. Merci. Peut-être d'autres remarques dans la salle? Oui, là-haut, il y a une main levée. Tout en haut à droite. Oui, bonsoir et merci. Il y a une chose qui m'a intriguée dans le personnage. Dans les premières rencontres, elle se présente comme égyptienne et elle ne donne sa véritable identité qu'au moment de la rencontre la plus importante, où elle dit algérienne, et ensuite, elle ne revient pas à cette première identité. Quelle serait, je n'ai pas lu le livre, mais quelle serait la signification de ce jeu sur la nationalité? Alors c'est tout simplement un mensonge. La première fois, donc quand elle rencontre le personnage d'Ingrid dans la voiture, donc c'est son premier rendez-vous qu'elle a eu avec l'appli. Pour moi, je me suis raconté qu'elle mentait hein, sur son... Déjà, elle ment, quand elle s'inscrit sur l'appli, elle met un autre prénom. Par peur d'être identifiée. C'est pour ça aussi qu'on a voulu qu'elle porte une casquette, qu'elle soit habillée en sombre pour passer un petit peu inaperçue. Égyptienne, non, c'était plus un peu... parce que moi, quand j'ai rencontré Nadia, je trouvais qu'elle ressemblait à une égyptienne. Donc voilà, c'était plus un peu... Et c'est vrai, en plus, c'était plus un peu pour faire la blague. Et à Dina... Oui, elle lui dit sa vraie identité, mais en même temps, elle est à l'hôpital, donc elle n'a pas trop le choix. Je me suis imaginé qu'ils avaient une liste avec tous les prénoms des participants à l'école de l'AS, mais qu'elle n'allait pas mentir, quoi. Alors j'ai une remarque ici. Bonsoir, un film très réussi, et Afza continue de m'impressionner, de m'émouvoir grâce notamment à son extrême bienveillance. Je voulais savoir si Nadia, qui est extraordinaire, compte continuer dans cet art. Merci pour votre réponse et encore un immense merci pour ce film bouleversant. Merci pour le message. Merci. Et moi, j'espère bien me retrouver à nouveau sur grand écran. Et d'ailleurs, je vous invite à motiver Afsia pour la suite. Il faut que le film marche en salle, rencontre le public. Il y a une question sur les costumes. Comment avez-vous imaginé et travaillé les tenues de Fatima? Merci pour ce film engagé. Merci beaucoup. Alors, grâce à une super costumière qui s'appelle Caroline, avec qui j'avais travaillé 2 fois en tant qu'actrice. Et moi, j'imaginais des choses sur Nadia. Et donc, je les ai expliquées avec mes mots à la costumière et elle a compris. Et franchement, au bout du premier essayage, c'était bon. Vraiment. Et ça, c'est très rare. Hein. En plus, je suis très, très compliquée. Et là, vraiment, elle avait tout compris, quoi. Donc voilà, grâce à une super costumière. Et vous donnez des indications très précises? Plus ou moins, ouais, plus ou moins. En tout cas, je dis ce que j'imagine et ce que j'aimerais. Et après, on discute, elle me conseille. Mais très vite, en tout cas, il fallait différencier la période de lycée et la période fac. Ça, c'est très important. Voilà, il fallait qu'au lycée, elle soit habillée de façon un petit peu plus juvénile et différemment quand elle est à la fac et surtout le soir, voilà, parce que j'imaginais pas mal de plans
d'ailes, de dos, enfin une silhouette. Donc il fallait un petit peu créer tout ça. Oui. Il y a une question ici. D'abord, je voulais vous remercier pour ce film qui est vraiment très beau. Et je voulais vous poser une question à propos du contexte urbain que vous avez choisi. C'est-à-dire que c'est très... c'est pas un Paris romantique. Parlez plus fort. Ce n'est pas un Paris romantique, c'est un Paris de RER, de passerelles métalliques, de cités, d'établissements scolaires. Donc c'est une architecture de béton et de métal, mais qui est très bien stylisée. Et voilà, je voulais savoir, avoir des commentaires sur ce choix. Merci. Alors dans le roman, c'était important, en tout cas, de tourner les extérieurs à Paris, parce que Paris est très important dans le roman, en tout cas Paris, la banlieue, et le passage de la banlieue à Paris et le contraire. Les trajets, voilà, tout ce que ça raconte. Et on a tourné l'autre partie du film à Nancy. Donc voilà, c'était vraiment les extérieurs à Paris. Et moi, Paris, c'est une ville que j'adore, que j'aime beaucoup, que je trouve très belle, surtout la nuit. Donc voilà, c'était plus pour la beauté des monuments, des vues, des lumières, la nuit, enfin voilà. Il y a une question par rapport un peu à ça qui arrive là. Est-ce que vous êtes issu des banlieues et comment ce film a été reçu par le public de banlieue? Je sais pas, c'est pas précisé. Toutes les deux. Alors moi je suis issue de Marseille, des quartiers nord de Marseille, donc oui c'est un petit peu banlieue Marseille, c'est la banlieue de Marseille. Et on n'a pas encore, non, je crois pas, projeté le film en banlieue, donc on sait pas. Enfin je crois qu'il n'y a pas eu de projet, non? Ouais. Il y a eu à Pantin, ouais, j'étais pas là. Donc ça s'est très bien passé, je pense, ouais, ça s'est très bien passé. Ah oui, ça s'est très bien passé. Ouais, super retour et c'était une tranche d'âge assez diversifiée, donc c'était cool. Pardon. Bon. Une autre réaction, c'est à propos d'une scène qui se passe dans une boîte. C'est une fête lesbienne. Oui. Et il y a quelque chose il y a une espèce d'exultation et d'affirmation radicale à un moment donné où tout le monde chante IVG. Et j'ai trouvé que c'était radical et que c'était un moment de libération et d'assumation complète. Et j'ai trouvé que c'était très beau, voilà, que c'était très fort. Merci. Mais qui chante quoi? IVG. IVG dans le film? Non. Vous avez Alors, mal entendu, hein? Il y a un chante problème de son. 1, 2, 3, vive les lesbiennes. Ah bon, d'accord, ok. Donc c'est un moment d'affirmation en tout cas qui est très fort. Hein. Et voilà, et je trouve que c'est... Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a une assumation, il y a une assumation qui est forte, voilà. Ça, je l'ai vu en vrai, en soirée, et vraiment, ça m'a vraiment bouleversée. En tout cas, et j'avais envie d'essayer de recréer cette scène pour le cinéma, mais vraiment, ça a été très, très émouvant, ouais. Je vois pas s'il y a des... Ah oui, il y a une question, pardon. Bonjour et merci pour le film. Je voulais vous remercier tout d'abord pour la représentation que vous offrez à la communauté lesbienne. Et je suis très heureuse du fait que vous ayez pris le temps de fréquenter la communauté pour faire votre film. Et c'est aussi important, je trouve, dans les films, de représenter ce questionnement de la représentation qu'on donne de souvent mais je suis censée être avec un homme, qu'est-ce que mais en fait peut-être qu'il y a autre chose et un autre chemin qui moi me correspond, et le chemin que vous montrez dans le film est vraiment beau et représente aussi le chemin par lequel passent beaucoup de gens de la communauté. Je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Mais ça me paraissait évident en tout cas de faire ce travail-là, c'était important pour le film, par respect pour les gens de la communauté, les autres personnes qui s'identifieront par d'autres choses. C'était indispensable, quoi. J'ai peut-être une dernière... Ah, il y a une question là? Ok.
Bonsoir. Moi, j'ai juste une remarque. J'ai été très émue par la réaction du petit ami, en fait, qui ne comprend pas les réactions. Je trouve qu'il est bienveillant lui aussi. Il essaye de comprendre. Enfin, ça m'a beaucoup touchée, le comportement et les réactions du petit ami qui est complètement perdu et qui ne comprend pas ce qui se passe, en fait. Bah merci, parce que souvent, il y en a qui se moquent de lui, hein, qui disent bah, « mais il voit rien ». Mais moi, je voulais le raconter comme ça, en tout cas. Je voulais raconter que lui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris et il comprend pas ce qui se passe, quoi. Et c'est souvent comme ça, en fait. On ne peut pas s'imaginer forcément tous les scénarios. Mais c'est sûr que oui, ça fait de la peine. Juste parenthèse, j'ai une remarque d'un cinéma de Trappes. Ce soir, on est en direct avec le cinéma de Trappes. Donc, c'est la première en banlieue. Bah, cool. Et ça va, ça s'est bien passé. Je pense. Voilà, une question ici. Oui, bonjour, merci pour ce très beau film, très émouvant. J'avais juste une remarque. J'étais assez étonnée de la liberté du personnage qui fait la fête, sort la nuit, découche, dans une famille qui paraît traditionnelle. Donc j'avoue que je n'ai pas compris. Je me suis posé la question au scénario, mais bon, pour moi, c'était tout à fait possible, vu que elle est quand même bonne élève, elle a eu son bac quand elle sort comme ça. C'est les vacances d'été. Et même si la famille est traditionnelle, je pense que oui, ses parents lui font confiance. Et il ne se pose pas trop de questions. Et puis c'est un personnage qui refuse un peu l'injonction aussi. Oui, aussi, mais vraiment pour moi, les parents, en tout cas la mère, je pense qu'elle la laisse pas découcher toutes les semaines, hein, mais elle la laisse sortir parce que elle a eu son bac, lui fait confiance. On va peut-être prendre une dernière question. Moi, je voulais juste avoir votre avis sur la dernière scène justement avec la mère, la fameuse scène des Madeleines, qui est vraiment un bijou de cinéma. Vous pouvez nous dire un peu comment vous l'avez préparé, travaillé toutes les deux? Alors, on en a beaucoup discuté, on a fait quelques répètes, mais pas trop, mais on a beaucoup parlé surtout. Et c'est sûr que oui, c'était pas une scène évidente à faire, surtout qu'on l'a faite le dernier jour de tournage, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais j'étais contente très vite, c'était super, vraiment très rapidement. Et non, c'était pas évident en tout cas de raconter cette scène-là. Dire toi, t'as compris qu'elle a pas compris. Enfin, ouais, c'était un casse-tête, hein, franchement. Pour qu'à la fin, Amina, qui joue la mère, me dise « Ah, j'ai compris » au bout de 4 prises. Hein. J'ai dit bah, « Ça fait des semaines que je t'explique. » Tu me dis « Oui, et là, j'ai compris. » Bon. Donc, en tout cas, le résultat est magnifique. Merci. Mais ça a été très émouvant, ouais, vraiment, à tourner. On était tous très, très émus ce jour-là. Et une dernière question. Oui. Bonsoir, moi, c'était pas une question. Je voulais juste vous remercier de donner une voix à celles qui n'en ont pas. Désolée. Je suis un peu timide en plus. Je voulais juste vous remercier de donner une voix à celles qui n'en ont pas pour tout le travail que vous avez toutes les deux mis derrière ce film, pour toute l'attention aussi. Et je voulais vous demander quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées et l'une et l'autre pour la production de ce film. Et ce qui vous a le plus marqué? Merci beaucoup. Moi, très vite, quand j'ai accepté d'adapter le livre, je savais que ça allait être compliqué à faire. Hein, je ne vais pas mentir, je ne me suis pas dit super, on va avoir tous les financements, ça va être rapide, ça va être tout de suite. Non, je savais que ça allait être compliqué. Et les productrices aussi, mais elles se sont super bien battues pour que le projet voie le jour. Mais il y a une coprod allemande sur le film, voilà, parce que ça n'a pas été évident de le monter en France correctement, parce que le sujet dérangeait, homosexualité, religion, on avait tous les ingrédients pour
se faire embarrer. Mais en tout cas, ça nous a motivés et surtout à se battre pour que le film existe. Et c'était important, mais c'est vrai que dans pas mal de commissions, parce que parfois on fait beaucoup de rendez-vous avec le scénario pour raconter un petit peu l'histoire. Les gens ne comprenaient pas trop le personnage. Surtout que c'est un personnage assez taiseux, donc à l'écrit aussi, c'est pas évident à retranscrire. C'est pas évident de transmettre des émotions à l'écrit moi j'avais bien sûr plus ou moins les images en tête, je savais ce que je voulais raconter, mais à l'écrit c'était moins évident pour certains lecteurs. Il faut expliquer, quoi. Il faut essayer d'expliquer la mise en scène et parfois on n'a pas forcément le temps du rendez-vous, et aussi il faut que les gens qui financent nous fassent confiance. Parce que si on commence à la raconter, oui, là j'imagine un plan, il y aurait un reflet, on comprendra avec l'oiseau qui passe. Ouais, non, ça passe pas, ouais. Faut être clair, clair et précis, ouais. Et vous, Nadia, un souvenir en particulier qui a été peut-être plus marquant sur le tournage ou... En réalité, on s'est quand même marré sur ce tournage. Là, vous le voyez pas, mais... ça se sent quand même. Il y a plein d'actrices avec qui je me suis cognée. Dans des espaces vraiment restreints. Avec Afsia, on a énormément rigolé, notamment sur la séquence des buissons. On a rigolé, c'était marrant. Merci infiniment à toutes les deux. Merci beaucoup.